Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Au sommaire de cette édition, 3 employés de l'hôpital Roi Khaled incarcérés dans l'affaire du fonds de mutualité. Le personnel de cet hôpital accuse son employeur d'orchestrer ce qu'il qualifie de persécution. L'augmentation des taxes sur les produits de première nécessité ne fera qu'empirer la pauvreté. Un économiste va donner son analyse sur les prévisions budgétaires de l'État au cours de ce journal. Nous nous rendrons également en Douta, où les réfugiés burundais sont effrayés par les auditions d'hier. Ces entretiens viseraient à les rapatrier de force au Burundi. Nous sommes le 28 juin 2022. Le développement du journal, c'est tout de suite. Hier, l'opération de recherche des corps des militaires burundais tués le 3 mai dernier à El Baraf en Somalie a repris. Pour cette première journée, l'on a pu récupérer 4 corps de militaires burundais. L'attaque du 3 mai dernier de la base située dans ce village du nord-est de la capitale Mogadiscio avait coûté la vie à plus de 30 militaires burundais. Auparavant, on avait récupéré uniquement 7 corps. L'opération de recherche de ces corps s'annonce difficile, d'autant plus que le terrain est miné sur cette base de El Baraf. Au Burundi, il y a recrudescence des vols nocturnes dans les rues des différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les habitants de la capitale économique indiquent que les voleurs leur extorquent fréquemment de tout ce dont ils possèdent et qu'ils sont parfois passés à tabac, des vols qui seraient liés au chômage et à la pauvreté. Le point avec Elvis Niomungere. Les quartiers comme Gihahe de la zone Kinama, Mirango de la zone Kamenge et l'ancien parking de bus communément appelé Cardon sont les principaux endroits où s'observent ces vols nocturnes des habitants de ces quartiers. Il faut savoir que pendant la nuit, lors de leur retour à la maison, ils sont attaqués par des personnes qui les dépouillent de tous leurs biens, surtout les téléphones portables, l'argent et autres objets de valeur en leur possession. Des fois, selon nos sources, ces passants sont passés à tabac et perdent des mêmes connaissances, un phénomène qui, selon les habitants de la place, a plus de l'ampleur depuis l'interdiction des tricycles, motos et vélos de circuler dans certains endroits de la mairie de Bujumbura. Certains sont retournés chez eux à l'intérieur du pays, d'autres sont restés ici sans emploi et sont devenus des chômeurs. Et comme ils vivaient au jour le jour, grâce à l'argent qu'ils gagnaient journalièrement, ils se mettent à voler car ils se sont déjà habitués à avoir de l'argent sur eux. Les habitants de ces quartiers demandent au gouvernement de prendre à main cette question avant que les choses ne s'empirent. Nous demandons aux autorités de multiplier les agents de l'ordre dans nos quartiers pour faire les patrouilles nocturnes afin d'éradiquer ce vol. Si ces voleurs commencent déjà à voler les sacs à main des mamans et entrer dans des maisons pour piller et faire des attaques pendant la nuit, vous comprenez bien que la situation risque de dégénérer. Nos sources fait savoir que des fois, les victimes perdent de la vie faute d'assistance vu qu'elles restent inconscientes trop longtemps. D'où il est plus diligent que cette question soit prise au sérieux par l'administration et la police. Puisque nous parlons de vol, la chaussée d'Ouvira, communément appelée route Bujumbura-Gatumba, est toujours dominée par des postes de police qui exigent des pots de vin aux passants. Selon les usagers de cette route, les responsables sont complices. Éloge Divin Remecha nous en dit plus. Selon les usagers de cette voirie, ces postes de police qui exigent des pots de vin ne cessent d'augmenter depuis un certain temps. Du rond-point dit Chanik jusqu'à la frontière de Gatumba, il y a au moins 6 postes de police et parmi les 6, seuls 2 sont reconnus selon nos sources d'information. D'après les passants, à part les policiers qui contrôlent les produits frauduleux transportés vers Uvira ou Gatumba, il y a d'autres policiers qui se font passer pour des éléments de la police de roulage qui exigent toujours des pots de vin. Leurs zones de prédilection sont surtout situées à la
rivière Mutimboudi au pont de la rivière Rusidi, ainsi que d'autres barrières implantées dans la zone d'Ogatumba vers la frontière. Les usagers de cette route déplorent que, malgré plusieurs appels lancés aux responsables de la police, ces derniers ne veulent pas réagir et ne font que couvrir ces policiers. Pourtant, lors de l'ouverture de l'année académique pour les officiers de la police la semaine dernière, le président de la République a dénoncé la même pratique faite par les policiers affectés à l'aéroport international Melchior Ndadaye, d'où les usagers du dit tronçon demandent que les policiers fassent preuve de professionnalisme et que leurs chefs hiérarchiques les rappellent à l'ordre. Restons en Mérido, Bujumbura, la pénurie d'eau potable devient monnaie courante dans certaines localités des zones Kanyosha et Musaga de la commune Moura. Les habitants de ces localités demandent qu'une solution soit trouvée avant que les maladies des mains sales ne se manifestent. Plus de détails avec Eloge Kwizera. En zone Kanyosha de la commune Moura, c'est au site de la capitale économique Bujumbura, les habitants de la 8e avenue du quartier Guissio, dans la localité où se situe le marché de la place, plus précisément tout près du lycée communal Kanyosha, faut savoir que depuis plus d'un mois, ils sont alimentés en eau potable une fois par semaine et à 1h tardive de la nuit, comme le confirme notre source. Actuellement, l'eau coule une fois par semaine. Normalement, c'est entre mardi et mercredi. Et là aussi, elle vient tardivement la nuit. Cela fait au moins 1 mois et 8 jours qu'on vit dans de telles conditions. C'est vraiment grave. Les habitants de ce quartier indiquent qu'à l'épuisé de l'eau dans des localités lointaines les fait perdre beaucoup de temps, surtout que la plupart du temps, il entre bredouille. Certains vont puiser l'eau avec des vélos, d'autres portent des bidons sur la tête. On sillonne plusieurs quartiers à la recherche de l'eau. Mais des fois, on nous laisse puiser à la mosquée de la place. Les autres vont dans les ménages des autres quartiers pour puiser de l'eau. C'est vraiment un casse-tête. Certains même vont jusqu'à puiser l'eau des rivières, car ce n'est pas tous les jours qu'on nous laisse puiser l'eau dans les ménages aussi. À Musaga, c'est également dans la commune Moha, la situation est presque identique, sauf qu'il fait passer plus d'une semaine sans qu'aucune goutte d'eau ne coule dans des robines. Pour se débrouiller, révèle nos sources, il faut recours à l'eau des rivières et ruisseaux. Les rares fois que l'eau coule des robinets, ça se passe la nuit et elle ne dure que 30 minutes seulement. Les gens utilisent l'eau des rivières. Nous, à Musaga, utilisons celle des rivières Mimba ou Moura. C'est vraiment terrible. Si la régie des eaux ne nous vient pas en aide, nous allons attraper le choléra ou la dysenterie. Les habitants de ces deux zones demandent qu'une solution durable soit trouvée à ce problème de pénurie d'eau potable. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Je vous le disais dans le titre, certains employés du centre hospitalo-universitaire de Kamenge s'insurgent contre la détention de 3 de leurs collègues. Le personnel accuse le directeur général de l'hôpital d'être derrière ce qu'il qualifie de persécution. Ces arrestations survenues hier seraient liées à l'organisation du fonds de mutualité. Emmanuel Niungeko. Alice Ndouimana, ancienne présidente du fonds de mutualité et de pension des travailleurs de l'hôpital Roi-Khaled, Richard Yamuremye, son adjoint ainsi qu'Augustin Daïsenga, trésorier du fonds, ont été appréhendés ce lundi par des agents du service des renseignements burundais au moment où ils étaient à leur poste d'attache. Les informations fournies par certains employés font savoir que le nommé Richard Yamuremye, anesthésiste, a été embarqué sans même avoir l'autorisation de changer son uniforme de service. Un des travailleurs de cet hôpital dit être profondément étonné et accuse leur employeur d'être derrière l'arrestation de ces 3 personnes. Nous ne comprenons pas ce phénomène qui se passe au moment où nous avons alerté les autorités du pays qui ignorent pourtant ce qui se passe à l'hôpital Roi-Khaled. On peut donner l'exemple du prénommé Richard qui preste dans le service d'anesthésie. Il a été sorti de la salle d'opération et en tenue de service. C'est vraiment honteux et nous sommes contre ce comportement. Nous ne savons pas l'objectif du directeur général, mais ce qui est visible, c'est qu'il s'est déjà engagé à persécuter des gens, surtout ses membres du fonds.
Les sources de la RTA au sein de la police judiciaire de Javé indiquent que Alice Ndouimana a subi un interrogatoire dans la soirée de ce lundi même au bureau numéro 22 avant d'être transférée au cachot de la brigade spéciale de recherche BCR en sigle. C'est au moment où ses collègues Richard Yamuremye et Augustin Daïsenga ont quant à eux passé la nuit dans les cachots de la police judiciaire. Les travailleurs de l'hôpital Roi Khaled dénoncent l'attitude du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique qui reste silencieux face à cette situation alors qu'une correspondance lui avait été adressée en date du 24 mai 2022. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, encore moins le directeur général de l'hôpital Roi Khaled, le docteur Sansara Seharakandi, pour recueillir les réactions. Nous venons d'apprendre que les 3 employés de l'hôpital Roi Khaled ont été relâchés il y a un instant. Aucun autre pays de la sous-région ne prévoit une aussi importante et incompréhensible croissance des recettes du budget annuel que le Burundi. Selon l'économiste André Nikwigize, l'augmentation des taxes sur les produits de première nécessité ne fera qu'empirer la pauvreté de la population. Le budget 2022-2023 s'accroîtra de 40% par rapport à 2021-2022. Et chacun se demanderait quel est ce phénomène extraordinaire qui va intervenir dans l'économie du Burundi pour pouvoir encaisser des sommes aussi importantes en une seule année. Et juste pour mentionner qu'aucun pays de la sous-région ne prévoit une aussi forte croissance de son budget. Par exemple, la Tanzanie prévoit un accroissement de son budget de 9%, l'Ouganda de 7%, le Rwanda de presque 5%, le Kenya de 4%. Et tous ces pays reconnaissent les impacts négatifs de la Covid-19 et du conflit en Asie sur leurs économies. Mais apparemment pour le Burundi, il n'y a eu aucun impact. Deuxième observation, l'analyse des prévisions budgétaires montre que l'augmentation des recettes budgétaires est le résultat des augmentations en cascade des taxes sur tous les produits, aussi bien domestiques qu'importés, que ce soit le sucre, le carburant, d'autres produits importés, que ce soit les services comme le téléphone, et toutes ces augmentations qui auront un impact sur tous les prix des produits de première nécessité, exacerbant ainsi la pauvreté, la faim et le désespoir de la population. La question qu'on peut se poser ici est, était-ce le moment d'augmenter les taxes et les prix des produits de première nécessité? André Nikwigize explique également que le gouvernement n'a pas prévu une politique de croissance économique dans son nouveau budget annuel. Au moment où les Burundais souffrent de la faim et de la misère, le secteur de la production agricole et de la sécurité alimentaire ne reçoit que 6% du budget national. Ce qui veut dire que la lutte contre la pauvreté n'est pas une priorité du gouvernement. Et comme nous l'avons dit à maintes reprises, le Burundi n'atteindra jamais le développement économique durable sans passer par la production agricole et la sécurité alimentaire. Enfin, pour conclure, en général, un budget doit refléter la vision d'un gouvernement pour l'exercice prochain. Il fixe 4 ou 5 objectifs à atteindre au cours de l'année sous revue, et à la fin de l'année, il évalue les progrès accomplis, que ce soit 80% ou 90%, disons, atteints, ou alors, à cause des événements imprévus, il n'a atteint que 40%. Alors, pour le Burundi, quels sont les objectifs de croissance pour 2023? Comment sortir de la crise de la Covid-19 et des effets négatifs de la crise en Asie sur l'économie du Burundi? Je dois personnellement avouer que la vision du Burundi n'apparaît pas dans le budget 2022-2023. Voilà, c'est l'économiste André Nikwigize. Le secrétaire permanent du ministère de la Solidarité nationale a annoncé que les enfants de la rue bénéficieront d'une formation avant leur intégration dans la société. Dans une conférence de presse animée hier, Félix Ngendabanyikwa a expliqué que la décision de retirer une fois pour toutes les enfants, les personnes vivant avec handicap et les adultes mendiants dans la rue est une mise en application du programme gouvernemental dans le but de résoudre ce problème. Muri leta y'u Burundi hariho umugambi bemeje
Il y a un programme du gouvernement qui montre clairement comment le problème des enfants de la rue doit être résolu. Tenant compte de ce qui a été décidé au Conseil des ministres par rapport à ce programme, nous sommes alors en train de le mettre en application. Nous étions en train de suivre ce programme, mais à présent, nous voulons accélérer sa mise en application. C'est incompréhensible que dans un pays indépendant, dont nous allons bientôt célébrer 60 ans d'indépendance, nous pouvons encore voir des personnes mendiants dans les rues et surtout dans les villes. Auparavant, les gens devenaient pauvres, mais ils n'allaient pas pour autant mendier dans les rues. C'est pourquoi le gouvernement a créé cette journée d'entraide sociale pour raviver le cœur d'entraide, car nous avons constaté que les gens ont commencé à être égoïstes et ne s'entraident plus. C'est pourquoi nous disons qu'il faut commencer par aider nos frères pour qu'ils quittent la rue, car il n'y a pas de dignité dans la vie qu'ils mènent. Et nous n'allons pas nous focaliser seulement sur les enfants de la rue, mais aussi sur les personnes qui leur donnent de l'argent de 100 francs à 1000 francs et plus, car cela les encourage à rester dans la rue. Alors, nous leur disons à eux aussi de stopper cela, car ils sont en train de combattre le programme du gouvernement. Mendier, c'est une infraction. Donner de l'argent à celui qui mendie est également une infraction, car les conditions de vie de ces enfants de la rue sont très pitoyables. La plupart des enfants qui se trouvent au centre-ville de Bujumbura et ailleurs proviennent de l'intérieur du pays. J'avais dit qu'ils sont venus ici à cause des problèmes qui étaient dans leur famille d'origine, mais nous allons les faire retourner d'où ils proviennent. Toutefois, nous n'allons pas les renvoyer dans leur communauté comme ça. Ils vont d'abord suivre une formation. Le secrétaire permanent au ministère de la Solidarité nationale, Félix Ngendabanikwa, donne ses explications à une semaine seulement de l'expiration des délais accordés par ce ministère à tous les enfants et adultes mendiants pour quitter la rue. Et les agents de l'enquête nationale agricole du Burundi remercient leur administration pour leur avoir octroyé le salaire de 2 mois en guise de dette que la dite administration leur doit. Néanmoins, ces agents demandent encore aux responsables de l'ENAB de faire de leur mieux pour que le reste de leur dette leur parvienne. Jusqu'à présent, les agents de l'enquête nationale agricole du Burundi réclament leurs arriérés d'à peu près 4 mois. Ils sont au nombre de 170 et sont présents dans toutes les provinces du Burundi. Dans un instant, nous nous rendons en Tanzanie. Rendons-nous en Tanzanie pour clore cette édition où les réfugiés du camp d'Onduta affichent un désespoir après les questions leur posées lors de l'audition d'hier. Ces réfugiés indiquent que la question qui leur a fait peur est de savoir ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seraient rapatriés de force au Burundi. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette audition est en train d'être menée par un représentant du gouvernement tanzanien, un agent du HCR et un agent chargé de la sécurité au camp de Nyarugusu. Notre source d'Asoka indique que les réfugiés vivant dans les zones 5 et 7 ont été auditionnés en premier lieu ce lundi. Parmi les questions leur posées figurait celle de savoir quelles seraient les réactions une fois qu'il aura été décidé de les rapatrier de force. Un des réfugiés du camp de Duta témoigne. Il nous demandait si nous avions d'autres membres de la famille au pays. On nous a aussi demandé la raison qui nous a poussés à fuir, quels étaient nos avoirs laissés au pays et qui veillent sur eux en notre absence. Ils nous ont également demandé pourquoi on ne veut pas rentrer chez nous et ce qu'on fera une fois contraint à y retourner. En gros, les questions tournaient autour de ça. Ces Burundais réfugiés au camp de Duta disent être inquiets et craignent que ce ne soit le début de la mise en application du plan de les rapatrier de force comme promis par le gouvernement tanzanien. Après avoir compris qu'ils peuvent nous rapatrier de force, nous avons eu peur. Par exemple, certains d'entre nous ont fui les persécutions des Imbonerakure. Ces derniers voulaient nous enrôler de force dans leur parti politique et nous contraindre à commettre des crimes, ce que nous avons refusé, préférant fuir. Nous avons alors peur de les rencontrer. Tous les réfugiés ici, nous sommes vraiment dépassés. Nous ne savons plus quoi faire.
Aujourd'hui, ces réfugiés burundais demandent au HCR de plaider pour eux afin qu'ils ne soient rapatriés de force, d'autant plus que leurs bureaux sont toujours là. Vous saurez que les auditions se sont poursuivies ce mardi, mais cette fois-ci avec les réfugiés des zones 9 et 12. Pour rappel, le dernier rapatriement forcé des réfugiés burundais date de 2012. À cette époque, le gouvernement tanzanien avait utilisé la force policière pour refouler les Burundais qui se trouvaient encore au camp de Mutabira. Certains d'entre eux y sont même laissés la vie, fusillés par la police tanzanienne. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 28 juin 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.